Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 12 août 2024 et comme vous le voyez derrière moi, je vais parler aujourd'hui de la situation atroce et inhumaine qui est celle des Palestiniennes et des Palestiniens qui sont enfermés depuis 10 mois dans la bande de Gaza et attaqués chaque jour par des bombardements de l'armée israélienne. Il y a déjà eu 40 000 personnes, femmes, enfants et hommes qui ont été tués par les bombardements israéliens. Et puis il y a environ presque 100 000 personnes qui ont été blessées. Et tout ça dans l'indifférence quasi générale des pays occidentaux qui, soi-disant, ont les plus hautes valeurs morales dans le monde entier. Donc il y a une dizaine de jours, j'ai découvert que l'État d'Israël était accusé de génocide contre le peuple palestinien par le gouvernement de l'Afrique du Sud. Je n'en avais pas entendu parler, bien sûr, parce que dans les médias de masse français, qui sont totalement pro-israéliens, eh bien, on ne fait pas état de ce genre de choses. Donc, le 29 décembre 2023, le gouvernement d'Afrique du Sud a déposé une requête devant la Cour internationale de justice contre l'État d'Israël. Et qu'est-ce que c'est que la Cour internationale de justice? Eh bien, c'est l'organe judiciaire des Nations Unies. Et cette Cour internationale de justice, elle s'est réunie pour la première fois en avril 1946 et elle est basée dans une ville des Pays-Bas qui s'appelle La Haye. Elle est composée de 15 juges qui appartiennent tous et toutes à des pays différents et ces 15 juges sont élus par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies pour un mandat de 9 mois. La Cour internationale de justice a deux missions principales. Premièrement, dans des procédures contentieuses, elle doit juger les conflits entre des États. Et dans ce cas-là, les arrêts qu'elle rend sont contraignants pour les États qui ont eu le différend, même si ces États n'ont pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice, comme c'est le cas par exemple de l'État d'Israël. Et puis la deuxième mission de la Cour, de la CIJ pour abréger, c'est de rendre des avis consultatifs lorsque il y a des questions juridiques de droit international qui lui sont posées soit par l'Assemblée générale des Nations Unies, soit par le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit par des institutions internationales qui sont liées à l'ONU. Et dans ce cas-là, les avis sont consultatifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contraignants. Alors, dans sa requête, l'Afrique du Sud demande que la Cour ordonne à Israël de prendre des mesures conservatoires immédiates pour empêcher la destruction du peuple palestinien. Donc pour protéger le peuple palestinien de subir le génocide. Et c'est pour ça que l'Afrique du Sud se base dans sa requête, et pour accuser l'État d'Israël, elle se base sur la Convention des Nations Unies contre le génocide, pour interdire et pour réprimer le crime de génocide. Cette convention a été votée à l'unanimité le 9 décembre 1948 à Paris par les Nations Unies. L'Afrique du Sud considère en effet que depuis le 8 octobre 2023, les attaques incessantes et continuelles de l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza, qui est, faut-il le rappeler, qui est une prison à ciel ouvert, eh bien, l'Afrique du Sud considère que ces attaques font partie d'un plan délibéré pour soit détruire, soit expulser la totalité des quelques 2 millions de Palestiniennes et de Palestiniens qui vivent dans cette enclave. Et l'Afrique du Sud considère que ces attaques d'Israël ont pour but aussi d'empêcher toute habitation viable dans ce territoire. Pour pouvoir, lorsque Israël aura fait dégager tous les Arabes, pour pouvoir l'annexer plus facilement. Alors, l'Afrique du Sud peut-être a été le pays, donc ça a été le pays qui a réagi le plus vite, peut-être parce que l'Afrique du Sud a connu le régime d'apartheid. Je vous rappelle qu'entre 1948 et 1991, l'Afrique du Sud a connu un régime officiel d'apartheid, c'est-à-dire de ségrégation et de discrimination et de réduction des droits humains et des libertés fondamentales. Ce régime était dirigé contre la population noire qui était pourtant majoritaire dans le pays d'Afrique du Sud. Et donc, l'Afrique du Sud peut parfaitement comprendre que ce qui s'est passé sur son propre sol pendant 43 ans, entre 1948 et 1991, eh bien, c'est ce qui se passe en Israël depuis
presque 40 ans, parce que depuis presque 40 ans, eh bien, les gouvernements en Israël sont de droite et d'extrême droite. Et que donc l'Afrique du Sud, ce qu'elle veut, c'est protéger et faire comprendre au monde entier qu'il faut absolument protéger le peuple palestinien du risque de génocide. Alors, depuis le dépôt du recours de l'Afrique du Sud le 29 décembre 2023, eh bien, il y a eu 2 audiences publiques. Donc, lors de ces audiences, il y a eu une première en janvier, les 11 et 12 janvier 2024, et la deuxième, c'était les 16 et 17 mai 2024. Donc, lors de ces 4 jours d'audience, il y a l'équipe d'avocates et d'avocats de l'Afrique du Sud, il y en a 6, et ces 6 avocates et avocats sont aidés par des juristes, et l'équipe d'avocates et d'avocats de l'État d'Israël peuvent faire leur plaidoirie. Et ces audiences sont publiques, elles sont filmées. C'est pour ça, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert les vidéos qui montrent les plaidoiries, qui montrent l'audience. J'ai découvert ça il y a une dizaine de jours. Alors, la Cour donc se base pour examiner l'affaire, elle se base à la fois sur le dossier écrit, sur les documents réunis par l'équipe de l'Afrique du Sud, mais elle se base aussi bien sûr sur les plaidoiries des avocates et des avocats, parce que ces avocates et avocats, lorsqu'ils plaident, eh bien ils peuvent montrer sur 2 grands tableaux, 2 grands écrans, ils peuvent montrer justement des images, et ça c'est parfois beaucoup plus parlant que des mots écrits sur des feuilles de papier. Alors, l'un de ces avocats s'appelle Vaughn Lowe, et sa plaidoirie, qui a été faite le 16 mai 2024 et que j'ai découverte il y a une dizaine de jours, sa plaidoirie m'a beaucoup touchée, et c'est pour ça que j'ai eu envie, premièrement, de la traduire pour faire la vidéo avec la traduction en français, et deuxièmement, je vais publier dans le site internet Profession Gendarme, je vais publier un article avec justement le texte intégral en anglais et ma traduction en français. Donc, qui est Vaughn Lowe? Eh bien, c'est un avocat britannique de 72 ans et il fait partie d'un cabinet d'avocates et d'avocats très connu à Londres qui s'appelle Essex Court Chambers. Il est spécialisé dans les conflits entre les États, dans le droit maritime international et dans le droit public international. Et pour mieux comprendre l'engagement que vous allez sentir quand vous allez entendre Vaughn Lowe parler, pour mieux comprendre cet engagement, il faut savoir que il y a 20 ans déjà, en 2004, eh bien cet avocat avait déjà défendu la cause palestinienne. Il avait défendu la Palestine parce que à l'époque, le gouvernement d'Israël avait commencé de construire le mur de l'apartheid. Et il construisait ce mur à l'intérieur des territoires illégalement occupés par Israël depuis 1967. Et il construisait même ce mur de séparation, ce mur d'apartheid, il le construisait autour et à l'intérieur de la partie est de Jérusalem. Donc la partie est de Jérusalem a été occupée par Israël depuis 1967 et elle est peuplée très majoritairement de Palestiniennes et de Palestiniens, c'est-à-dire d'Arabes aux yeux des Israéliens. Donc, quand Vaughn Lowe avait défendu la Palestine en 2004, eh bien, la Cour internationale de justice avait rendu un avis consultatif le 9 juillet 2024, et c'est un avis très important parce que la Cour avait déclaré que la construction de ce mur par Israël dans les territoires illégalement occupés par Israël, eh bien, cette construction était contraire au droit international. Et à un moment donné de sa plaidoirie, vous allez entendre Vaughn Lowe qui se réfère à un paragraphe de cet avis consultatif de 2004. C'est le paragraphe 139. Alors, pour que vous compreniez justement à quoi il fait référence, eh bien, je vous montre ce paragraphe. En fait, Israël, pour défendre la construction du mur, avait dit que c'était nécessaire pour lui, en tant qu'État, pour se défendre contre les attaques terroristes. La Cour a répondu que ce n'était pas pertinent pour Israël de prétendre que c'était son droit à la légitime défense parce que, pour 3 raisons. D'une part, le droit de légitime défense existe dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies, mais ce droit se réfère à une attaque d'un État par un autre État. Or, la Cour a constaté que Israël ne prétendait pas être attaqué par un autre État, par un État étranger, mais par des groupes terroristes.
Deuxièmement, la Cour a fait remarquer que c'était pas le groupe terroriste ou des groupes terroristes qui gouvernaient, qui avaient le contrôle du territoire palestinien occupé, c'était Israël. C'est-à-dire c'est Israël qui est la puissance occupante. Donc Israël ne pouvait pas prétendre lutter contre un groupe terroriste qui gouvernait un territoire. Et troisièmement, la Cour a fait remarquer que l'agression terroriste aux yeux d'Israël, eh bien cette agression ne venait pas de l'extérieur du territoire palestinien occupé, mais elle venait de l'intérieur. Donc pour ces trois raisons, la Cour a conclu dans ce paragraphe justement 139, auquel fait référence implicitement von Leu, la Cour a conclu que ce n'était pas pertinent que Israël prétende utiliser le droit à la légitime défense. Et cette interprétation de la Cour, qui date d'il y a 20 ans, est parfaitement recevable encore aujourd'hui, puisque en bombardant quotidiennement des milliers de civils, ce qui est un crime de guerre, en bombardant quotidiennement des milliers de civils dans cette prison à ciel ouvert, encore une fois, qu'est la bande de Gaza, eh bien, Israël ne peut pas prétendre utiliser son droit à se défendre. Voilà. Donc, j'en ai fini pour cette présentation et je vous laisse maintenant écouter la plaidoirie de von Leu. Et je vous demande, si elle vous touche autant qu'elle m'a touché moi, eh bien, de diffuser le plus largement possible autour de vous cette vidéo parce que, encore une fois, vous n'en entendrez pas beaucoup parler dans les médias de masse en France qui sont quasi totalement pro-israéliens. Donc, à très bientôt. Ciao! La plainte de l'Afrique du Sud contre Israël n'est pas une affaire ordinaire, même dans le cadre de l'usage de la force ou dans le domaine du droit humanitaire. L'Afrique du Sud est ici parce que le peuple palestinien affronte un génocide à Gaza et les précédentes ordonnances de cette Cour n'ont pas réussi à les en protéger. La Cour a statué en janvier 2024 que le peuple palestinien a légalement droit à être protégé d'un génocide et que l'Afrique du Sud avait démontré le risque réel et imminent que ce droit soit violé d'une manière irréparable. La Cour a rendu une ordonnance car elle a considéré nécessaire de protéger le peuple palestinien d'un génocide et elle a rendu une autre ordonnance en mars 2024. Pourtant, soit par le manque de clarté des demandes faites dans ces ordonnances, soit parce que Israël a choisi de les ignorer, elles n'ont eu aucun effet. Les Nations Unies possèdent un cadre pour traiter des conflits internationaux, incluant l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Mais dans cette affaire, ces deux instances n'ont pas très bien fonctionné. Et c'est pourquoi l'Afrique du Sud demande respectueusement à cette Cour de réaffirmer son autorité et son rôle dans ce dossier. L'Afrique du Sud a déjà envisagé, et elle les abordera plus tard, les conditions techniques légalement requises pour que soient prises des mesures provisoires afin de changer la situation. Mais le point essentiel est que cette Cour a le pouvoir d'agir, de s'assurer que ses précédentes ordonnances et son éventuel jugement ne soient pas inutiles et que le peuple palestinien sera protégé. Il est nécessaire que la Cour exerce son pouvoir maintenant. L'État d'Israël dirige ses attaques contre le peuple palestinien dans toute la bande de Gaza et la Cisjordanie. La plainte de l'Afrique du Sud concernait initialement la ville de Rafah, à cause du risque imminent de mort et de souffrance à grande échelle du fait des attaques d'Israël. Depuis que ce recours a été déposé, il est devenu de plus en plus clair que les agissements d'Israël à Rafah font partie du plan final, dans lequel Gaza sera complètement détruite et toute habitation humaine impossible. Ceci est la dernière étape de la destruction de Gaza et du peuple palestinien qui y vit. C'est la ville de Rafah qui a conduit l'Afrique du Sud dans cette cour, mais aujourd'hui, ce sont tous les Palestiniens, en tant que groupe ethnique et national, qui ont besoin que la Cour ordonne cette protection contre le génocide.
Nous avons entendu des protestations outragées contre la possibilité même d'accuser Israël d'agir de la sorte. Nous avons reçu l'assurance que Israël faisait tout son possible pour éviter la mort de civils, tout en usant de ce droit qu'il brandit à se défendre. Nous avons entendu ceux qui vantaient l'armée d'Israël comme l'armée la plus morale de l'histoire. Et nous avons entendu ceux qui niaient l'existence d'une famine à Gaza. Depuis des mois, notamment en Occident, beaucoup semblent refuser d'accepter que ces accusations soient vraies. Comment des gens qui sont comme nous et nous ressemblent pourraient-ils s'engager dans un génocide ? Il est cependant nécessaire d'affronter la réalité. Mes collègues vous confronteront à cette réalité, la réalité de bombardements incessants, d'attaques contre des civils, regroupés par Israël dans des zones prétendument sécurisées, d'attaques contre des convois humanitaires, la réalité des charniers et de l'horreur que révèlent les cadavres. Aucun argument crédible ne peut nier la réalité de cette catastrophe. La Cour a déjà conclu, au risque réel et imminent que soit violé le droit du peuple palestinien à être protégé d'un génocide. La Cour connaît les déclarations du secrétaire général des Nations Unies, celles du président des États-Unis, celles de chefs d'État et de ministres des Affaires étrangères de multiples pays, et celles des dirigeants d'agences humanitaires internationales. Ces déclarations, ainsi que des témoignages personnels et des reportages de presse qui peuvent sortir de Gaza, nous dévoilent le récit cohérent d'une horreur inimaginable qui continue alors même que nous parlons. La plus grande partie de Gaza a été rasée. Les survivants, à qui, de temps en temps, on accorde de retourner chez eux, retrouvent des décombres. Pas de foyer, pas d'eau courante, pas d'électricité, pas d'égout, plus aucune infrastructure en état. Et les rares biens qu'ils ont réussi à sauver, ils les transportent dans des charrettes ou des voitures, tandis qu'on les pousse d'une prétendue zone de sécurité vers une autre. Si la Cour n'agit pas maintenant, la possibilité de reconstruire à Gaza une société palestinienne viable sera détruite, au moins pour celles et ceux qui auront survécu à l'horreur actuelle dans Gaza. Il n'est certes pas facile de vérifier les détails, puisqu'Israël persiste à refuser l'entrée de Gaza à des inspecteurs indépendants et aux journalistes. Et depuis que l'attaque d'Israël a commencé, plus de 100 journalistes ont été tués à Gaza. Mais Israël ne peut pas d'un côté bloquer l'accès de Gaza à des agences de contrôle indépendantes et d'un autre côté prétendre que la Cour ne peut instruire la plainte contre lui par manque de preuves. C'est en appréciant les plus fiables des preuves qui lui ont été apportées que la Cour doit instruire ce dossier. Israël invoquera et brandira encore son droit à se défendre, mais il ne peut pas répondre à ces 3 points évidents. Premièrement, le droit de se défendre ne donne pas à un État la licence d'user de violence de manière illimitée. Jamais le droit de se défendre ne s'est étendu au droit d'infliger à tout un peuple, collectivement et de façon indiscriminée, une violence massive ainsi qu'une famine. Deuxièmement, rien, ni le droit de se défendre, ni autre chose, ne doit jamais justifier un génocide. L'interdiction du génocide est absolue. C'est une norme impérative du droit international. Troisièmement, la Cour a déjà statué en 2004 que le droit de se défendre n'existait pas pour un État occupant à l'intérieur des territoires qu'il occupe.
Le point essentiel aujourd'hui est que l'objectif déclaré d'Israël d'effacer Gaza de la carte est en passe de se réaliser. Les preuves supplémentaires de crimes et atrocités effroyables sont littéralement en train d'être détruites à coups de bulldozer, ce qui a pour conséquence d'effacer l'ardoise de ceux qui commettent ces crimes et de faire de la justice une mascarade. La Cour n'est pas impuissante et l'Afrique du Sud lui demande respectueusement d'agir, non seulement pour réaffirmer sa propre autorité, mais aussi l'autorité du droit international. L'Afrique du Sud soutient qu'il est essentiel de mettre fin aux activités militaires d'Israël à Gaza pour permettre l'entrée et la distribution de nourriture et de produits humanitaires et ainsi sauver des vies. Cette position est partagée par un nombre écrasant d'États et d'organisations internationales. Un arrêt des opérations militaires dans Gaza est impératif et il est cohérent avec les ordonnances que la Cour a déjà édictées. Si Israël persiste à nier qu'il empêche les ordonnances de la Cour d'être effectives par toutes ces opérations militaires, des bombardements incessants, des raids d'infanterie, blocage des routes et des points d'accès, il revient à la Cour de le déclarer explicitement à Israël, ainsi qu'aux autres États qui prêtent aide et assistance à Israël dans sa campagne pour éradiquer la Palestine. Tous ces points vont être développés par les différents avocats de l'Afrique du Sud. D'abord, John Dugard présentera les conditions juridictionnelles pour que la Cour exerce son pouvoir d'ordonner des mesures provisoires et il montrera que ces conditions sont réunies. Ensuite, Max du Plessis exposera les récents événements qui ont contraint l'Afrique du Sud à revenir devant cette Cour et notamment ce qui s'est passé à Rafah. Puis, Adila Hassim expliquera pourquoi les Palestiniens de Gaza sont confrontés à un danger gravissime et imminent. Thembeka Ngukai Tobi poursuivra en démontrant que les actions d'Israël suivent un plan et ont un objectif explicite, lesquels indiquent clairement l'intention d'éradiquer la Palestine. Et enfin, Blin Ndigrale présentera les solutions recherchées par l'Afrique du Sud et M. l'ambassadeur Madonsela donnera lecture des requêtes de l'Afrique du Sud. Concludes my part of this submission, and I thank you for your attention and ask that you now call on Professor Dugard.